C'est l'histoire d'un mec jeune, beau, riche, intelligent, fidèle, rusé et vertueux qui cherche désespérément le bonheur. Bienvenue chez Zadig. Bon, vous ne trouverez pas Zadig sur adopteunmec.com, mais bien dans l'œuvre éponyme de Voltaire, et autant vous le dire tout de suite, c'est vraiment digne de Dallas. Il y a des épisodes tellement improbables que c'est pour ça qu'on va instaurer un comptage de points. Dès que vous entendez ce bruit, une étoile s'affiche en bas de l'écran et vous allez voir qu'il y a des épisodes qui méritent carrément 2 à 3 étoiles d'un coup. Les chapitres vont généralement par couple et c'est comme ça que je vais procéder. Pour le résumer, on y va tout de suite. Zadig a tout pour plaire et s'apprête à épouser Sémire, une jeune fille noble et belle, jusqu'à ce que cette dernière se fasse enlever par Orcan. Dans la bataille pour sauver sa belle, Zadig est grièvement blessé et risque de perdre un œil. Et Sémire, elle aime pas vraiment les bornes, du coup elle part avec son ravisseur. Pendant ce temps-là, Zadig guérit complètement et décide du coup d'épouser une jeune fille de moins haute naissance en se disant qu'elle sera plus gentille avec lui. Il décide même de mettre sa fidélité à l'épreuve et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle le déçoit largement. La morale ? Riche ou moins riche, la femme est toujours une garce. Après cette phrase, Ludi fut agressé par le groupe Femen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La chienne et le cheval de la reine ont disparu et on demande à Zadig s'il les a vus. Après une analyse à la Sherlock Holmes, il en sait tellement sur les animaux qu'on l'accuse en fait de les avoir volés lui-même. Mais il explique sa démarche d'analyse et on admire juste son génie. Ce qui ne l'empêchera pas quand même de payer une amende bien salée. À cause d'un précepte alimentaire de Zoroastre, Zadig s'attire des ennuis et risque juste d'être empalé. L'envieux Arimaz, à qui Zadig a osé dire que le griffon, un animal mythique mi-aigle, mi-lion, n'existait pas, l'accuse injustement et le fait emprisonner. Mais au dernier moment, alors qu'il est sur le point d'être supplicié, le perroquet royal vole à sa rescousse et le sauve. Tous les 5 ans à Babylone s'opère une grande fête qui décide de récompenser les hommes les plus vertueux. Et bien sûr, Zadig est choisi. Zadig devient Premier ministre et est adoré par son peuple parce qu'il fait régner une justice tempérée d'indulgence et de sagacité. Fin. Non, en fait on en est juste à la moitié. Bon on continue alors. Zadig tombe amoureux de la reine Astarté et le roi Moadbar le remarque et part complètement en vrille. Zadig a tout juste le temps de s'enfuir en Égypte et là-bas il rencontre Missouf, une femme battue. Pour la défendre, il se bat avec son mari et finit par le tuer car il n'a vraiment pas d'autre choix. Mais à peine a-t-il tué son mari que Missouf part complètement en vrille à son tour et décide d'abattre celui qui a tué son cher et tendre avant de se faire enlever devant les yeux de Zadig qui ne fera rien pour sauver cette femme capricieuse une deuxième fois. Car c'est bien connu après tout, les femmes sont des garces. Après cette phrase, Ludi fut dépecé par le groupe Femen et torturé à mort. 3 fois de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Zadig est vendu comme esclave à Sétoc qui finit par l'apprécier pour son intelligence. Mais notre héros trouve ridicule la tradition qui veut que dans cette contrée, les veuves se brûlent vives avec leur mari. Ah bon? Non, parce qu'on voit vraiment pas pourquoi, hein. Zadig finit par faire accepter que chaque veuve devra s'entretenir au moins 1 heure avec un jeune homme avant de se faire immoler. À vous de voir ce que vous voulez mettre derrière le verbe entretenir, hein. Je vous en voudrais pas. Sétoc et Zadig arrivent à la foire de Balzora et assistent à un repas où tous les marchands s'engueulent à propos de leurs différences de religion. Mais le discours de Zadig est un vrai hymne de tolérance puisqu'il leur rappelle qu'ils croient en réalité tous au même Dieu créateur. Pendant ce temps-là, les prêtres ne sont pas du tout d'accord avec le changement de religion concernant la tradition de l'immolation et arrêtent Zadig qui ne devra sa survie qu'à la venue du perroquet royal qui vole à son secours. Et arrête Zadig qui ne devra en fait sa survie qu'au charme d'une ancienne veuve qu'il avait lui-même sauvée du bûcher. Il arrive au château d'Arbogad, le plus grand des brigands, qui lui apprend que le roi Moadbar est mort et que l'anarchie règne à Babylone. En repartant du château, Zadig croise le chemin d'un pêcheur et il apprend à relativiser. Il y a toujours plus malheureux que soi.
Zadig rencontre un groupe de femmes esclaves qui cherchent un basilic. Pas ça. Ça. Afin de soigner Ogul, leur maître obèse. Et qui c'est qui trouve parmi toutes ces esclaves? Astarté, qui lui raconte son histoire. En fait, elle a été sauvée par Cador, le meilleur ami de Zadig, et elle lui raconte que le roi Muad'Dib a épousé Missouf, l'hystérique de tout à l'heure qui a gouverné pitoyablement Babylone. Le roi est devenu complètement fou, et Astarté, quant à elle, eh bien, elle a été enlevée et vendue en esclave à Ogul. Zadig décide de sauver ce dernier, et en échange, il demande tout simplement la liberté de la reine. La reine revient en triomphe à Babylone, et pour choisir le futur roi, on décide qu'il devra réussir 2 épreuves. Une épreuve de combat pour prouver sa vaillance, et une épreuve d'énigme pour prouver son intelligence. Zadig est le vainqueur, mais se fait piéger par son rival, et du coup n'est pas sacré roi. Il n'a pas tôt fait de s'en prendre à la Providence qu'il croise la route d'un ermite qui lit le livre des destinées, et qui lui demande de l'accompagner 3 jours sans poser de questions. Chez les personnes qui les accueillent, l'ermite se conduit de façon carrément paradoxale. Mais c'est normal, puisqu'il est tout simplement l'ange Jezrad. Et il explique à Zadig que si les hommes ne comprennent rien à leur destinée, c'est parce qu'ils ont une vision trop étroite des choses qui ne leur permet pas de comprendre les enjeux globaux. Zadig n'est pas vraiment convaincu, nous non plus d'ailleurs, mais il repart à Babylone, déchire tout aux épreuves des énigmes, épouse Astarté, devient le meilleur roi de Babylone, adore la Providence, bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là, c'est bon, c'est fini maintenant? Oui, maintenant c'est fini. En réalité, si j'ai volontairement souligné les absurdités du conte, on va voir qu'il n'est pas si absurde que ça. Le conte s'appelait à l'origine même nom Histoire orientale jusqu'à ce que Voltaire l'appelle Zadig ou la destinée, Histoire orientale, publiée en 1747, puis rééditée en 1748. Mais Voltaire a toujours nié être le père de son conte, alors que l'œuvre lui tient particulièrement à cœur puisqu'il la reprend et la corrige plusieurs fois. N'oubliez jamais quand vous lisez Zadig que vous rentrez dans un conte. Oubliez donc ici toutes vos convictions par rapport à notre monde pour entrer dans une Babylone fantasmée où Voltaire pratique la poétique du pas de côté. C'est-à-dire qu'il faut regarder derrière les éléments couleur locale, c'est-à-dire regarder derrière les princes, les vizirs, les harems, les temples, pour se rendre compte qu'il s'agit en fait tout simplement d'un Versailles désenchanté. Zadig vous a diverti? Bien. Mais le conte en dit toujours plus que ce qu'il n'y paraît. Louis XV, c'est le roi Muad'Dib, et Babylone, c'est tout simplement un anti-Versailles, triomphe de la corruption, de la bêtise, de la médisance, de l'envie, des plaisirs faciles et de la futilité de la conversation. Bref, Voltaire se fait un vrai plaisir de tourner le pouvoir en dérision. On retrouve l'idée de conte grâce à toute une série de personnages types, comme l'avare, l'envieux, l'hystérique, le sage, l'ermite, l'ami dévoué, le héros vertueux, la reine sage, et grâce à des chapitres relativement courts où les actions s'enchaînent très rapidement. Bref, un conte qui entend vous divertir, mais aussi vous faire penser. Et le premier à penser dans Zadig, c'est évidemment notre héros qui réfléchit à chaque fin de chapitre à son bonheur, qui l'interroge en termes négatifs ou positifs, en bref, qui en dresse le bilan, et c'est ce qu'on appelle des leitmotifs, c'est-à-dire que ce sont des phrases ou des formules qu'on retrouve toujours en fin de chapitre et qui reviennent tout le long de l'œuvre. Zadig n'est pas le seul à se demander qu'est-ce que le bonheur et comment l'atteindre, mais on n'a pas tous un ange pour nous donner la réponse. La plupart des critiques s'accordent pour dire que l'ange Jezrad est en réalité le porte-parole des idées de Voltaire, puisque tous deux soutiennent des thèses de Locke, des thèses sensualistes, qui veulent que la destinée de l'homme est le résultat des actions extérieures. Mais Voltaire doit aussi beaucoup aux idées de Leibniz, qui dit qu'il n'y a pas de libre exercice de notre liberté, et que tout passe naturellement par les voies incompréhensibles de la Providence. En bref, nous ne sommes tous qu'une bande d'aveugles, et l'humanité se définit d'abord par sa cécité, puisque la Providence est la seule à connaître notre destin. Pas étonnant du coup que Zadig soit résigné, puisque peu importe ce que vous faites, rien ne changera ce qui doit vous arriver. Dès le début, le conte est un voyage, et Zadig part à la recherche de son identité. Il manque d'être défiguré, et ce n'est pas un hasard si le premier chapitre s'appelle Borgne, puisque Zadig va devoir apprendre à devenir lucide à travers toute une série d'aventures périlleuses qui vont le mettre à l'épreuve jusqu'à ce qu'il devienne finalement le meilleur roi de Babylone. C'est tout simplement un récit d'apprentissage, ou récit initiatique, puisque nous suivons un jeune héros de ses débuts, tout le long de sa quête jusqu'à ce qu'il devienne finalement un homme idéal et vertueux. Je sais pas vous, mais en tout cas je trouve que Zadig ne cesse jamais d'être un sale égoïste, et s'il devient roi c'est pour son propre bonheur, mais jamais pour celui des autres. Ce n'est en réalité qu'un simple despote éclairé, mais c'est toujours mieux qu'un Louis XV, dirait Voltaire. J'espère que tu seras d'accord avec moi quand tu liras Zadig ou que tu le reliras, et d'ici à ma prochaine vidéo, bonne lecture!
Alors, reprit Jezrad, cette terre serait une autre terre, l'enchaînement des événements serait un autre ordre de sagesse, et cet autre ordre, qui serait parfait, ne peut être que dans la demeure éternelle de l'être suprême de qui le mal ne peut approcher. Il a créé des millions de mondes, dont aucun ne peut ressembler à l'autre. Cette immense variété est un attribut de sa puissance immense. Il n'y a ni 2 feuilles d'arbre sur la terre, ni 2 globes dans les champs infinis du ciel qui soient semblables, et tout ce que tu vois sur le petit atome où tu es né devrait être dans sa place et dans son temps fixe, selon les ordres immuables de celui qui embrasse tout. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à la partager, à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et rapide, et à commenter la vidéo ou à me suivre sur Facebook où tu auras des nouvelles de la chaîne et des prochaines publications. D'ici donc à ma prochaine vidéo, bonne lecture à tous!